Ok, bon, mercredi, on s'était arrêté là avec l'approche de clonage moléculaire pour identifier les récepteurs des virus. Et on avait un peu fait la discussion entre pour les définitions des termes susceptibles et permissibles. Donc, les cellules permissives pour l'infection virale peuvent permettre le virus de se répliquer dès lors que le génome du virus rentre dans la cellule. Une cellule susceptible permet l'attachement et l'entrée du virus. Donc, pour qu'il y ait une réplication active dans une culture cellulaire, les cellules doivent être permissives et susceptibles. Donc, sur le poly, j'avais mis quelques exercices en plus pour un peu vous familiariser avec le concept de pseudovirus, mais pour gagner du temps, je vais les passer, on passera direct sur la considération de quelques exemples concrets de mécanismes d'attachement et d'entrée, d'abord chez les virus enveloppés, ensuite chez des virus nus. Et le premier exemple, chez les virus enveloppés, c'est le fonctionnement de la protéine, de la glycoprotéine hémagglutinine chez le virus de la grippe. Donc là, le ou les virus de la grippe font partie de la famille des orthomyxoviridae, qui comprend les virus de la grippe A et B, qui sont responsables de la grippe. Le virus de la grippe C, qui provoque beaucoup moins de symptômes, et les togotovirus, qui sont apparemment transmis par les tiques et qui peuvent infecter les animaux d'élevage. Donc les orthomyxoviridae sont des virus enveloppés avec un génome en ARN brun moins segmenté. Et chaque segment génomique d'ARN brun moins est complexé avec des protéines nucléocapsides dont des segments des nucléocapsides à symétrie hélicoïdale. Quand on regarde les particules virales, donc ce sont des particules enveloppées avec une structure sphérique ou ovoïde ou pléiotropique. Avec en microscopie électronique, on peut voir que la surface de la particule virale est vraiment recouverte de glycoprotéines virales. Et sur la surface d'une particule virale, d'un virion de virus de la grippe, on trouve deux glycoprotéines virales, l'hémagglutinine, qui est présente sous forme de trimère, et la neuraminidase en tétramère. Et l'hémagglutinine, c'est la glycoprotéine d'attachement et d'entrée du virus. Alors, la structure de l'hémagglutinine est illustrée ici. Donc, quand on regarde bien, l'hémagglutinine est en forme de trimère et dans chaque monomère, on a deux polypeptides distincts. L'hémagglutinine HA1 qui forme une tête globulaire et c'est cette partie-là qui est responsable de la fixation sur le récepteur cellulaire qui est l'acide sialique. L'HA2, c'est en forme d'une tige allongée formée de hélice alpha. Et c'est cette partie-là qui est responsable de la fusion membranaire qui permet l'enveloppe virale ici de fusionner avec une membrane cellulaire et qui permet de faire entrer les nucléocapsides dans le cytoplasme de la cellule infectée. Alors cette structure générale, trimère de glycoprotéines à la surface de la particule virale, avec une tête globulaire et une tige allongée, c'est quelque chose qu'on retrouve chez différents virus. Donc on vient de voir chez les virus de la grippe, la glycoprotéine d'attachement et d'entrée s'appelle l'hémagglutinine, tête globulaire la HA1, la tige HA2. Pour le VIH1 et les autres lentivirus, on appelle ça la glycoprotéine d'attachement et d'entrée, l'enveloppe. La tête globulaire, c'est GP41. La partie en tige, c'est les GP41.
Et pour les coronavirus, on trouve exactement le même type d'organisation. La glycoprotéine surface s'appelle la glycoprotéine de spike ou de spicule. La partie tête s'appelle ici, là, qu'on voit ici, c'est la partie S1, et la tige en hélice alpha, c'est la protéine S2. Et on voit qu'on a le même type d'organisation, et ces différentes glycoprotéines d'attachement et d'entrée vont fonctionner de la même façon, avec à chaque fois la tête qui est responsable pour l'attachement sur le récepteur, et la tige qui porte la fonction de fusion membranaire. Donc même si en fait quand on regarde les structures, l'hémagglutine c'est plus allongé que la GP120 et plus allongé que la protéine de spicule, mais en termes de général de fonctionnement, ça va marcher à peu près pareil. Alors, ah oui, un autre truc, oui, donc quelque chose que j'ai vu juste l'autre jour, si vous voulez une explication, une illustration de la structure trois-dimensionnelle de la spicule des coronavirus et les différents domaines du trimère de Spike, je vous conseille vivement de visionner ce court vidéo. Là, c'est absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui il va manipuler la structure tridimensionnelle dans un casque VR. Il vous montre ça, il prend la molécule, il le manipule dans 3 dimensions, il le fait tourner. C'est génial, donc pas immédiatement, mais vous pouvez regarder ça et avoir un aperçu vraiment en 3 dimensions de cette glycoprotéine virale. Alors, pour le virus de la grippe, pour revenir sur le premier exemple, comment ça marche l'attachement et l'entrée du virus, on a un processus qui fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, donc, la solubilité HA1 va se fixer sur des acides sialiques à la membrane plasmique de la cellule hôte. Cet attachement va résulter en l'internalisation de la particule virale par l'endocytose. Du coup, le virion va se retrouver à l'intérieur d'un endosome, et la maturation de l'endosome va provoquer l'acidification de la lumière de l'endolysosome. Et cette acidification va induire un changement conformationnel dans la sous-unité HA2 qui va activer sa fonction de fusion membranaire. Donc du coup, l'enveloppe virale que j'ai notée en gris va fusionner avec la membrane de l'endolysosome, et du coup, l'intérieur de la particule virale va se retrouver en continuité avec les cytosols de la cellule. Donc du coup, les différents segments génomiques du virus vont pouvoir rentrer dans la cellule. Et là, c'est la fin de l'étape d'entrée. D'accord? Oui. Oui, ok. Bon. Ok. Alors, en termes de comment ça marche, le processus de fusion membranaire. Donc ici, dans cette figure-là, on a quelque chose de schématique en haut avec les structures du trimère d'hémagglutinine en bas. Donc peut-être le mieux c'est de regarder les structures d'abord. Donc ça c'est en A ici, on a notre trimère d'hémagglutinine dans la conformation que l'on appelle préfusion. C'est la conformation de l'hémagglutinine que l'on retrouve à la surface de la particule virale à pH neutre. Lorsque le pH diminue, on s'aperçoit que les solubilités HA1, donc la tête globulaire,
vont se détacher légèrement de la structure et que dans un deuxième temps, la partie HA2, les hélices alpha, vont s'allonger. Donc, ce que l'on a ici, c'est que dans la conformation pré-fusion, le domaine HA2, c'est comme un ressort qui est compacté. Et lorsque le pH diminue, on enlève la pression qui compacte le ressort et le ressort peut s'allonger très très rapidement. C'est ce qu'on voit dans la partie C ici. Et cet allongement physique de ces hélices alpha va projeter des peptides de fusion dans la membrane de l'endolysosome cellulaire. Donc les peptides de fusion sont des courtes séquences hydrophobes qui sont initialement enfouis à l'intérieur de la structure de la partie HA2. Quand les domaines HA2 s'allongent, les peptides de fusion sont projetés vers l'avant et rentrent dans la membrane de l'endolysosome cellulaire. Donc on a une forme d'un intermédiaire de fusion avec le domaine HA2 totalement allongé et les peptides de fusion intégrés dans la membrane de l'endolysosome. La prochaine étape, c'est le repliement ou le, comment dire, un repliage peut-être du domaine HA2 sur elle-même. Donc on a une interaction entre les séquences d'HA2 ici et les séquences HA2 là-bas qui vont en fait raccourcir cette structure allongée et le faire se replier sur elle-même. Et du coup, ce que l'on a, c'est on a un rapprochement physique entre l'enveloppe virale ici et l'endolysosome cellulaire ici, avec des peptides de fusion insérés dans la membrane ici et les domaines transmembranaires de la zone de la sujité HA2 ici. Ces séquences protéiques vont perturber la structure lipidique des deux membranes et vont permettre leur fusion. Donc, à un moment donné, on passe de deux membranes bilipidiques distinctes, la membrane cellulaire et l'enveloppe virale ici. On passe par une sorte de structure intermédiaire mi-fusionnée. Et puis finalement, on a les deux membranes qui se fusionnent. Et ça va créer une pore ici par laquelle vont sortir les nucléocapsides. N'importe quel virus enveloppé doit effectuer cette étape de fusion membranaire à un moment donné. Sinon, le génome du virus reste à l'intérieur de la particule. Donc, c'est une fonction essentielle pour n'importe quel virus enveloppé. Donc, on a compris ça d'abord pour le virus de la grippe. C'était la première glycoprotéine de fusion qu'on a vraiment investigué et recherché en termes moléculaires. Et c'était très utile d'avoir fait ça parce que quand on regarde les domaines de fusion de plusieurs virus enveloppés, on voit que la structure de la domaine de fusion est souvent partagée, souvent homologue. Et dans ce cas-là, le mécanisme de fusion sera la même chose chez tous ces différents virus. Donc ce que l'on a découvert pour le virus de la grippe, c'est vrai pour le VIH, c'est vrai pour d'autres rétrovirus, c'est vrai pour le virus Ebola et c'est aussi vrai pour les coronavirus, y compris le SARS-CoV-2. Donc tous ces virus enveloppés possèdent des glycoprotéines d'enveloppe dotées d'un domaine de fusion de type 1. Okay, donc ça veut dire que la structure secondaire de la domaine de fusion est majoritairement en hélice alpha. Les glycoprotéines d'enveloppe sont organisées en trimères et l'orientation de la glycoprotéine d'enveloppe par rapport à l'enveloppe virale, c'est perpendiculaire. Donc, illustré ici par l'hémagglutinine du virus de la grippe. Donc, on a la structure en tige trimère d'hélice alpha qui est debout sur
la membrane ou l'enveloppe virale. Donc ça, c'est une classe de protéines de fusion virale. La classe 2, c'est ce qu'on retrouve chez le virus de la fièvre jaune et les Flaviviridae, comme le virus de l'hépatite C. Cette fois-ci, les glycoprotéines sont organisées en dimères et les domaines de fusion sont organisés en feuillets bêta. Et quand on regarde sur la particule virale, les glycoprotéines sont aplaties sur l'enveloppe virale. Il existe également des domaines de fusion de type 3 que l'on retrouve chez les herpesvirus, chez les rhabdoviridae comme le virus de la rage. Et cette fois-ci, bon, on a une suture en trimère perpendiculaire à l'enveloppe, mais le domaine de fusion, c'est un mélange d'hélice alpha et de feuillet bêta. Donc, pour illustrer comment ça marche pour le virus de la dengue, je vais vous proposer ce vidéo que je vais passer ici. Si j'arrive à le faire là, stop. Ouais, ok. Ok, donc petit à petit, il va vous montrer. Donc ça, c'est une particule virale du virus de la dengue. Et les glycoprotéines d'enveloppe, on les voit en dimère. Chacune de ces petites, je sais pas ce qu'on appellerait ça, petites losanges ou rectangles, c'est un dimère de glycoprotéines d'enveloppe. Donc l'attachement va être suivi de l'endocytose de la particule virale dans un endolysosome. Encore une fois, c'est l'acidification de l'endolysosome que l'on voit ici qui va provoquer un changement de conformation des glycoprotéines enveloppes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que maintenant, toutes ces glycoprotéines d'enveloppe se retrouvent debout sur la surface de la particule virale. Et du coup, les peptides de fusion qui sont un petit peu sur les extrémités de notre glycoprotéine d'enveloppe vont pouvoir s'insérer dans la membrane de l'endolysosome. Donc ça, c'est un dimère de glycoprotéine d'enveloppe, l'enveloppe virale ici, membrane de l'endolysosome. Les peptides de fusion sont insérés dans la membrane ici. Donc c'est une forme allongée. Et ensuite, les glycoprotéines d'enveloppe vont se replier sur elles-mêmes pour rapprocher ces deux membranes et provoquer leur fusion. C'est ce qu'on voit ici avec certaines doses d'imagination de la part de l'animateur. Donc on a petit à petit l'enveloppe virale qui va rentrer en fusion avec la membrane de l'endolysosome. Et une fois qu'on a réussi à créer cette pore de fusion, l'ARN viral peut échapper et rentrer dans le cytosol de la cellule. Et du coup, la cellule est infectée. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on... belle illustration de la fusion membranaire provoquée par un virus enveloppé. Alors, une chose qui est importante à comprendre, c'est que la fusion membranaire doit être déclenchée au bon moment pour le virus. Sinon, par exemple, lorsqu'une particule virale enveloppée est libérée à la surface de la cellule qui la libère, il y a toutes les chances que les virus vont s'interagir entre eux et puis fusionner tous ensemble. Ça ne serait pas très efficace. Donc, l'activité du domaine de fusion doit être activée au bon moment. Et donc, il y a des signaux moléculaires qui vont déclencher cette activité. Donc, pour le virus de la grippe et pour le virus de la dengue, il s'agit de la diminution du pH dans l'endolysosome qui va
modifier la structure des glycoprotéines surface, et c'est ça qui va déclencher la fusion membranaire. Pour les coronavirus, il s'agit d'un clivage protéolytique de la protéine de spicule. Et dans chaque coronavirus, on a deux sites qui doivent être clivés. Un site qui sépare les domaines S1 et S2. Et ce clivage peut être lors de l'entrée du virus, ou alors il peut être lors de la libération du virus à partir d'une cellule infectée. Donc ça, c'est différent selon le coronavirus. Mais le clivage S1 et S2 n'est pas suffisant pour déclencher l'activité de fusion membranaire. Il faut en plus un deuxième clivage à un site qui est à l'intérieur de la sous-unité S2. Donc il faut ces deux clivages protéolytiques pour permettre la fusion membranaire. Et pour l'histoire, pour la plupart des coronavirus saisonniers, le clivage S2' est effectué par les catepsines dans l'endolysosome. Et donc, l'entrée se fait en deux fois. D'abord par l'internalisation de la particule virale dans les endolysosomes, l'acidification, l'activation de protéases cellulaires dans l'endolysosome qui vont cliver ce site S2', et c'est ça qui va permettre la fusion membranaire entre l'enveloppe virale et la membrane de l'endolysosome. Chez le SARS-CoV-2, ce mécanisme existe, mais il existe également un autre mécanisme de fusion membranaire, car le corécepteur TMPRSS2 à la membrane plasmique des cellules épithéliales pulmonaires peut cliver ce site S2' et permettre l'entrée de l'ARN viral directement à la membrane plasmique sans passer par cette étape de endocytose et acidification de l'endolysosome. Ça, c'est une différence importante du SARS-CoV-2 par rapport au coronavirus saisonnier. Et le troisième événement moléculaire qui peut déclencher la fusion membranaire, c'est l'interaction entre la glycoprotéine d'attachement et d'entrée d'un virus enveloppé et un corécepteur. Et par exemple, pour le VIH, les corécepteurs sont le CCR5 ou le CXCR4. Donc on a d'abord l'attachement sur le CD4, la molécule CD4 à la surface des cellules susceptibles. Pour qu'il y ait une entrée infectieuse dans la cellule doit également exprimer le corécepteur CCR5 ou CXCR4. Et ça, on retrouve également pour le HTLV1, un autre rétrovirus qui infecte les cellules humaines. Dans ce cas-là, c'est le transporteur de glucose, GLUT1, qui est le corécepteur. Et c'est également le cas pour le virus Ebola, donc qui a besoin d'une interaction avec un corécepteur, qui est la protéine NPC1. Et une chose que j'ai remarqué un petit peu sur tous ces corécepteurs, c'est qu'ils sont caractérisés par de multiples domaines transmembranaires. Je ne sais pas vraiment si ça c'est juste un hasard ou si la présence de multiples domaines transmembranaires est important pour la fusion membranaire. Je ne suis pas vraiment sûr que c'était bien établi ça. Donc trois mécanismes pour déclencher la fusion membranaire chez les virus enveloppés. Diminution de pH, protéolase partielle ou interaction avec un corécepteur. Alors, une autre chose qui est caractéristique reproductible chez les glycoprotéines d'attachement et de fusion chez les virus enveloppés, c'est que la glycoprotéine est souvent synthétisée sous forme de précurseur, qui est une seule polypeptide, une seule glycoprotéine, qui doit être clivée ou maturée, clivée par une protéase pour atteindre sa forme mature et fonctionnelle.
Donc, pour le virus de la grippe, l'hémagglutinine est d'abord synthétisée comme un précurseur qu'on appelle HA0, qui doit être clivé dans les deux protéines HA1 et HA2. Et donc ça, c'est selon la souche du virus, soit une protéase trypsinique, soit des furines pour les virus de la grippe hautement pathogène. Et c'est l'expression de cette ou non de cette protéase trypsinique qui joue un rôle très important dans le tropisme du virus de la grippe. Donc le virus de la grippe, c'est saisonnière. Ce sont des virus qui infectent des cellules épithéliales respiratoires et qui restent dans une infection localisée. Or, les récepteurs, l'acide sialique, sont exprimés par tout un tas de cellules dans le corps. Donc, ce n'est pas juste la présence du récepteur qui détermine dans quel organe va se répliquer le virus. Pour le virus de la grippe, c'est la présence ou non des protéases qui permettent de maturer les glutines, qui vont déterminer si le virus est capable de se répliquer partout dans le corps ou juste dans les épithéliums respiratoires supérieurs. Ça, c'est un aspect important du tropisme du virus de la grippe. Ok, pour le VIH, donc pareil, on a la glycoprotéine qui est synthétisée d'abord comme un précurseur qu'on appelle GP160, qui doit être clivé en GP120 et GP41. Cette fois-ci, c'est la furine, une protéase ubiquitaire qui effectue ce clivage. Et c'est la même chose pour le SARS-CoV-2, qui va être clivé en... Voilà, la glycoprotéine de spicule, S, sera clivée lors de la libération de particules virales à partir d'une cellule infectée par la furine en S1 et en S2. Ça, c'est pas vrai pour les coronavirus saisonniers. Et un autre type de protéase cellulaire impliqué dans la maturation des glycoprotéines virales, c'est la peptidase signal, par exemple responsable du clivage de la glycoprotéine d'enveloppe en E1 et en E2.